c'était moyennement chaud de me dire je redescends à Marseille parce que vraiment, Dieu sait que je suis d'ici et qu'aujourd'hui j'en suis un fervent défenseur, mais à l'époque, je voulais plus entendre parler de Marseille. Tu voyais pas de perspective? Bah, aucune. Dieu merci, j'ai vu tout Ayam se baisser comme ça. Il est passé mais des blocs de pierre et de béton, mais à des kilomètres/heure comme ça au-dessus de leur tête. Il se baissait pas, il s'est décapité. Hein. De toute façon, tout le monde est photographe, tout le monde est réalisateur, tout le monde est... Non mais... Ah ouais, non mais je fais du clip, j'ai un appareil photo. Ouais, génial. Ok. Et... Hello tout le monde, bienvenue dans ce 14e numéro de Ciné Massilia. Aujourd'hui, mon invité a pour instrument sa caméra. Chez lui, l'image doit raconter, porter une trace, une matière. On va en discuter avec lui. Bienvenue sur le fauteuil de Ciné Massilia, DJ D. Darwin. Merci Samuel. T'as tout dit, je crois qu'on peut arrêter. Ça y est, allez, on cut. Bien installé? Trop bien. Super, on va parler de beaucoup de choses ensemble, mais pour commencer notre échange, tu es venu avec un objet, je te laisse nous le présenter. Alors, c'est plusieurs objets. Ah, on va commencer avec le premier. On va commencer par le principal. Ça. Donc un paquet de cigarettes, j'imagine de cinéma. Du tout, de ma vie. Tout passe par la fin, vraiment. Je suis un très gros fumeur, on s'en fout. Par contre, je suis incapable d'écrire, de tourner, de shooter, de faire du graphisme si j'ai pas une clope au bec. C'est un truc de ouf. C'est en train de me tuer, c'est pour ça que mon paquet est noir, puis comme ça fait pas de pub. Mais c'est carrément ma vie, quoi. Et donc ça va de pair avec ça. On démarre fort, hein. Ça, ouais. Doliprane 1000, minimum 4 par jour. Et en fait, tout ça marche avec tout ça. Bon, ça, c'est mon bureau. Tout est concentré dessus. Tout est là. Ça, c'est mes lunettes. Et en fait, tous ces objets, je passe ma vie sur un tournage, que ce soit de la pub, du clip, du film, à chercher tout. Et je perds tout. Je suis une catastrophe. Et ça, c'est un scénario que j'ai. C'est le seul, c'est celui de Mastema. Ton premier long métrage. Mais qui n'est pas le mien, c'est celui de la script, parce que évidemment, que ce soit un scénar, que ce soit les feuilles de service, je perds tout instantanément. Donne-moi un Toki, je peux te dire que dans les 10 minutes, je les ai perdus. Donc en fait, c'est vrai les scénars, je les garde pas parce que je les ai perdus. Et que généralement, quand tu l'as écrit, que tu l'as découpé, tu l'as en tête, et jamais je remets le nez dans le scénar pendant qu'on tourne, quoi. Intéressant. Donc voilà, ma vie, elle est là. Eh ben, écoute, elle se résume à pas mal d'éléments, effectivement. Et ça va me narguer toute l'interview, je sens. Bon, c'est bien. En tout cas, il n'y a pas de marque. Mais en tout cas, tout ça amène à l'écriture, au scénario. Ça t'inspire, ça te permet aussi de lutter contre le stress. C'est un peu des deux. La clope. La clope, les médocs. Les médocs, c'est pour contrer la clope. Tellement je fume. Oui, non, bien sûr, ça permet de relativiser, puis ça permet de rester focus. Je bouge. J'ai du mal à me focus. Et la cigarette, le fait de fumer me permet de le rester, quoi. D'accord. On va parler de ce scénario de Mastema, puisque c'est ton premier long métrage. Il est actuellement le film disponible sur MyCanal en VOD, donc j'invite nos auditeurs à regarder, à louer le film. Donc pour ce premier long métrage, tu as Olivier Barthélémy, Camille Razin au casting. Est-ce que tu te souviens de l'étincelle de départ? Comment est-ce qu'il est né ce film? Wow. T'as du temps? Oui. En 2007-2008, je fais un téléfilm que je co-réalise avec Akhenaton, qui s'appelle Conte de la frustration, et un producteur marseillais qui s'appelle Thierry Aflalou de Comic Strip. Nous produit le téléfilm avec France Télé. Et en parallèle de ça, j'ouvre une maison d'hôtes en Aubrac, un domaine d'hôtes, qui marche excessivement bien. On s'occupe de tas de gens, plutôt connus ou pas connus, des comédiens, des réals, des hommes politiques, bref. Là-dessus, Thierry Aflalou, apprenant que j'ai cette maison d'hôtes en parallèle de mon travail, débarque donc sur le plateau d'Aubrac. Écoute, alors que tout le monde était à fond sur le côté tellurique de cette région, sur l'âme, sur la cinégénie du paysage. Lui, il se fait des angoisses, mais de bad, et le mec, il arrive pas à dormir, et il me dit, tu sais quoi, j'ai fait que des cauchemars chez toi, écris-moi un film, c'est ce que m'a inspiré les nuits que j'ai passées chez toi, mais écris-moi un film sur le diable et ta région de merde. Donc une commande déguisée, et j'écris donc une version de Mastema qui interroge, qui se passe déjà en Aubrac, sur le plateau d'Aubrac,
Donc l'Aubrac, pour info, c'est à cheval entre la Lozère, le Cantal et l'Aveyron. Donc une région complètement dépeuplée, isolée et très très dure. Donc j'écris une histoire sur le rapport entre la psychiatrie, le rationnel et le religieux. Voilà. Donc où l'un questionne l'autre et voilà. Donc c'était des sujets plutôt complexes. Est-ce que dès le départ ce genre-là, puisque le film il a plusieurs genres, il a l'horreur, le fantastique aussi, c'est un film de genre. Toi, ça t'a attiré tout de suite ce style-là? Ah ouais, mais je suis méga fan de films de genre et notamment d'horreur. Ce qui fait qu'en étant un grand fan de films d'horreur, c'était très compliqué avec les distributeurs pour leur faire comprendre que c'était pas un film d'horreur, Mastéma. C'était un thriller horrifique, si tu veux, mais c'était pas un film d'horreur. Ce qu'aimait bien Canal quand ils nous ont signé le projet, c'est que on flirtait avec les codes de l'horreur, mais c'était pas de l'horreur non plus. Donc on est plus dans le film de genre, comme on l'appelle aujourd'hui. C'est film de genre, ou genre un film, si tu veux. C'est sûr. C'est genre un film. Si on ne doit pas le catégoriser, c'est difficile de monter ce type de projet, notamment en France. On sait que c'est pas commun, ça sort pas toutes les semaines, ce type de film. Ouais, étonnamment, alors que j'ai plutôt l'impression que le public en est très friand. Bon, pas de tous les films de genre, mais c'est peut-être une niche, mais il y a un vrai public pour ça. Ça dépend des périodes, mais je sais que moi j'ai une écriture très longue sur Mastéma à la demande du producteur, parce que au début j'écrivais seul, c'était peut-être trop horreur. Après j'ai travaillé à la demande du producteur avec Joanne Rigolo, qui est une co-scénariste. Je crois qu'au bout de 7 ans, j'ai dit au producteur, tu sais quoi, c'est un film un téléfilm vaguement fantastique, mais on a perdu complètement l'essence de ce que doit être le film. Et là-dessus, Canal a refait un appel à projet, entre guillemets, sur ce film des gens, parce qu'ils en sont comme très friands, enfin, Studio Canal et Canal. Donc, j'ai remis les mains dedans après 7 ans sur presque la V1, quoi, tu vois. Il y a eu 17 versions, j'ai noté. Ouais, je crois. C'est quand même pas mal, non? Pour les gens qui ne connaissent pas, ça représente quoi, 17 versions d'un scénario? Bah, ça a traîné sur 7 ans, je crois, et 9 ans quand on a commencé à tourner. Mais j'ai peur que ça soit en fait le timing très souvent. Qu'est-ce qui manquait à chaque fois? Le bon comédien ou la bonne comédienne, ou c'était un peu trop, ou c'était pas assez, ou le temps long du cinéma, quoi. Ouais, complètement. Et tout de suite, tu t'es projeté aussi dans la mise en scène, tu savais exactement les images que tu voulais? Alors, j'écris par la force des choses, mais j'écris, en fait, je retranscris ce que j'imagine. C'est-à-dire que, pour ça que je t'ai sorti un paquet de clopes tout à l'heure, c'est que je peux rester des jours, des semaines à fumer et à réfléchir, parce qu'en fait, je suis en train de faire mes plans, je les monte, et quand le film est fait, quand je pense que le film est fait visuellement, je transcris ce que j'ai imaginé. Donc ouais, c'est une écriture très visuelle, donc forcément qui nécessite de le mettre en scène, et j'aime bien parce que généralement pour ça que j'ai le scénario de la script aussi, quoi. C'est-à-dire que quand elle lit ce qui est écrit et qu'elle me disait mais en fait il est immontable ton film, tu verras, de partout ça a noté, elle me dit tu verras avec des petits smileys, ton film est immontable. Ou que ça soit Contre la frustration, c'était pareil. Nicolas Cazalet me dit, quoi, en fait, je comprends rien ce que tu veux faire en termes de formellement et en termes de montage. Il me disait, tu sais quoi, je comprends tellement rien, mais je te fais confiance, vas-y, dis-moi, mets-toi cale pas, fais ça, je le fais. Bon. La script, une fois que j'ai le dernier jour de tournage, c'est le dernier jour de tournage que la script, quand elle m'a vu prendre la caméra et filmer dans Mastéma tous les flashs d'hypnose, etc., elle me dit, ah ouais, non, mais c'est bon, ça y est, j'ai compris. Bon, il fallait attendre un mois de tournage, mais donc ouais, c'est visuel, et a priori, s'il y a que moi qui arrive à voir ce que je veux faire, je le mets en scène, je le vois, quoi. Bien sûr. Et comment s'est passé le tournage, justement? Il y a une partie qui a été tournée à Marseille, l'autre majoritairement dans cette région de l'Aubrac. Le travail aussi avec les deux comédiens qu'on a cités, Camille et Olivier, comment tout ça s'est articulé? Olivier, on s'était rencontrés, donc on cherchait un comédien pour ce film-là, à partir du moment où Canal était à peu près chaud sur l'histoire. Moi, il y a très longtemps, j'ai vu Shaitan, et je m'étais dit, en voyant ce film, je veux travailler avec Laila Bekti, que personne ne connaissait à l'époque, et Olivier Barthélémy, dont c'était un des premiers rôles. Après, on l'a revu dans quelques épisodes de Courtrage-Mais, quoi, tu vois. Mais j'étais vraiment fan de ces deux comédiens, et je trouvais que c'était un vrai vent de fraîcheur. Et j'ai eu la chance, donc, de pouvoir travailler avec Laila Bekti sur Contre la frustration, parce que c'était l'actrice principale. Et donc, on s'est rencontrés avec Olivier, non loin de là, à la villa, parce qu'en fait, Olivier,
dans le plus grand des hasards, habitait Marseille avec sa compagne de l'époque. Donc on s'est capté à ce sujet-là et puis on s'est plus lâché. On est devenu très proches, très potes. Et donc lui, pour lui, c'était naturel. Donc il s'est battu avec nous pendant 2 ans pour faire vivre ce film. Et Camille a rejoint le projet. Camille a rejoint le projet. Ça doit être une autre comédienne qui était sur le projet, qui à mon avis était bien moins souple que Camille Razat a pu l'être. Bon, de toute façon, elle avait de gros projets aux États-Unis, donc elle est partie. Et moi, j'avais vu Camille Razat, c'est un truc de fou. Je cherche de toute façon régulièrement de nouveaux comédiens ou comédiennes, et je sonde un peu. Et j'avais vu un clip d'un obscur groupe où j'avais vu un mec qui ressemblait étrangement à Daniel Dark du groupe Taxi Girl. Et c'est un projet que j'ai en parallèle. Donc je m'étais noté ce mec qui s'appelle Étienne Barret. Je l'avais repéré, je l'avais noté. Et il jouait dans ce clip avec une fille que je trouvais plutôt très intéressante dans le clip. Et donc c'était Camille Razat. Et je sais qu'elle était sur Emily in Paris, mais j'avais pas vu Emily in Paris. Mais quand j'ai percuté que cette fille était la compagne en fait d'Étienne Barret, qui s'appelait Camille Razat, on s'est rencontrés et ça a matché direct quoi. Dès qu'elle a lu, elle a fait non mais c'est trop ça. Ouais, c'est le genre de proposition qui peut pas forcément se refuser. C'est tellement rare comme type de scénario, j'imagine aussi pour les interprètes, dans tous les cas, ça donne envie de vivre cette expérience-là. Donc le film est sur MyCanal, donc encore une fois on invite entre autres. Tout le monde. Oui, il y a les autres plateformes, on peut les citer, je crois qu'il y a Amazon. Tu sais quoi, service après-vente. Il y a le DVD aussi peut-être. Je suis une merde en service après-vente. Oui, le film est sur des plateformes, je sais pas lesquelles. Alors pour conclure sur Mastema, pourquoi ce titre, Mastema? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un des noms du diable. Ok. Voilà. Ou une sorte d'apôtre du diable. Quoi, d'accord. Et oui, de toute façon, le film, c'est le questionnement. C'est Camille Razat qui est psychiatre, donc très rationnel, tu vois. Qui se retrouve confronté lors de séances d'hypnose à Olivier Barthélemy. C'est Olivier Barthélemy qui subit les séances d'hypnose, à l'irrationnel et peut-être à la possession et au diable. Elle est en train de se demander si elle ne fait pas la psychanalyse du diable. Et elle va chercher l'aide d'un curé qui est joué par Féodor Atkin, très grand monsieur très grand second rôle du cinéma français. Et le curé qui, lui, par contre, est ouvert complètement sur le spirituel, devant l'évidence des preuves, parce qu'elle les preuves qu'elle lui donne d'une possible possession d'Olivier Barthélemy, fait que lui va devenir très cartésien. Et en fait, c'est une bascule comme ça des convictions. Ouais, chaque personnage est complexe, en tout cas. Le film a eu quel retour en salle? Ça a été un succès? Alors, écoute, j'ai vu les chiffres du CNC le mois dernier. Ok. Contrairement à ce que je pensais, et ce qu'on m'avait dit, on flirte avec les 60 000 en salle, genre 59 315 entrées, ce qui est plutôt pour un petit film à nano-budget et film de genre. Surtout en sortie de Covid, c'est plutôt très honnête. Oui, parce qu'il est sorti en 2022, me semble-t-il. Oui, c'est cette aussi. Période post-Covid. Ouais. Et on était sur un budget d'un montant approximatif de... 1,5. D'accord. 1,5 million. Très bien. Ce qui fait que quand tu prends un peu de matériel et que tu essaies de faire les choses bien même si ça paraît énorme, c'est pas du cinéma guérilla, mais même si ça paraît énorme, c'est quand même pas grand-chose. Effectivement. On va parler de ce conte de la frustration que tu as évoqué en début d'entretien, puisque c'est aussi là que tu as commencé la réalisation, co-réalisation à deux avec Akhenaton. Quelles images te reviennent de ce téléfilm aussi? Alors, j'ai commencé la réalisation ou co-réalisation fictionnelle, mais ça faisait déjà... très longtemps que je faisais de la réal de clips qui n'est pas du tout un sous-genre de clip ou de pub. Et c'est justement tout mon background de graphiste, de photographe ou de réal de clip qui m'a amené et qui a enrichi mon travail de réal fiction. Oui, alors un drôle de projet Conte de la frustration. Donc, je sais pas si on n'en a pas parlé, mais ça fait depuis 1989, 90 que on est proche du groupe IAM parce qu'on a un peu, le groupe de rap marseillais IAM, parce qu'on a un peu tous commencé ensemble, pas très loin d'ici. Donc on s'occupe plutôt de leur com graphique, visuel, logo, pochette, etc. Petit à petit,
Une fois que les vraies prods parisiennes se sont cassées les dents parce qu'il y avait de moins en moins de budget dans la musique et qu'il leur fallait 3 millions de francs à l'époque pour faire un clip, on a commencé à pouvoir réaliser, j'ai pu commencer à réaliser leur clip, le clip du groupe aussi. Donc on monte une prod avec Akhenaton et Aïcha, la manageuse du groupe, qui s'appelle Alamoud Prods. Non pas pour être producteur, parce que c'est pas du tout mon kiff, ni la finalité, ni celle d'Akhenaton. C'est juste de se dire, si on nous donne des sous, au lieu que les sous partent dans la poche des prods, on va les mettre au service de l'image et du clip. Donc on a notre prod, et Akhenaton travaille sur un album qui s'appelle Soldat de Fortune. Peut-être 2005, 2006, 2007, je me souviens plus. Comme toujours, énormément de production, et presque il pouvait faire un double album, et pour des raisons économiques, il ne sort qu'un simple album, et il lui reste un album, un peu concept, où une dizaine de titres, et quand on les écoute, ça raconte presque une nuit de descente en enfer d'un jeune homme sur Marseille, avec un point de bascule. Qu'est-ce qui fait qu'on bascule et comment une vie normale peut tout à fait basculer dans l'horreur et le dur. Et Akhenaton me le fait écouter et on se dit très vite, mais en fait c'est tellement scénarisé que ça pourrait faire l'objet d'un film. Donc j'écris dessus, avec à partir des paroles d'Akhenaton et des morceaux. Ce que j'écris, parce que forcément il faut raconter des choses entre les titres, donne l'occasion à Akhenaton de réécrire des morceaux en plus en fonction de ce qui avait été écrit dans le scénario. Et on a un projet qu'on présente à Canal. On n'a pas de réponse. Les choses se font, elles se font pas, tu sais quoi. On passe à autre chose, il y a d'autres projets, j'ai d'autres projets, donc... Ayam fait un live à Cannes sur le plateau de Niso et on est invité à manger, on se retrouve tous ensemble et je suis à côté d'une dame très gentille qui me dit alors, vous avez ah oui, parce que là-dessus passe encore Thierry Aflalou qui voit le projet et qui le porte à France Télévisions. Et France Télévisions dit ça nous intéresse, et donc France Télé signe le projet. Mais je suis à Cannes, donc avec Ayam, je discute avec une dame qui est manifestement directrice des acquisitions, un truc comme ça, qui fait vous avez fait faux bon, on était à fond, vous voulez sortir en salle. Mais on n'a jamais eu de réponse. Bon, bref. Elle se projette. C'est surtout qu'elle voulait, mais je sais pas qui elle l'a communiqué, mais en tous les cas, il voulait y aller, mais on n'a pas eu l'info ni Akhenaton ni moi. Donc le film s'est fait, le téléfilm s'est fait avec France Télé. Et comment ça se passe la réalisation à deux? Trop bien, mais de toute façon, ça fait donc depuis 89. Donc oui, il y a cette alchimie dans la musique, donc la communication, elle est peut-être aussi plus simple. Vous arrivez à trancher simplement, vous êtes dans la même direction. Complètement. Enfin, je veux dire, on se fait Akhenaton et beaucoup de membres du groupe Ayam sont très très sensibles à l'image. Ils ont une vraie culture, ils ont de vraies attentes sur l'image. Donc on se comprend très bien là-dessus sur l'image. Et puis ça faisait déjà quelques années qu'on travaillait ensemble en tant que amis prestataires clients. Avec tous des cas notamment. C'est ça. On va y venir effectivement, Didier, parce que c'est une amitié de plus de 30 ans avec Akhenaton et toi. Bien sûr. Une collaboration artistique qui dure dans le temps. Aussi, ouais, avec tout le groupe, effectivement. Comment est-ce que tu définirais ce lien que vous avez créé? Avec Ayam? Avec Ayam. Être à l'écoute de leurs attentes, parce qu'ils ont de très fortes attentes, de ne pas les trahir. Et on s'est connus vraiment tout jeune, quoi. Enfin, on a commencé ensemble. C'est une rencontre un peu étrange à la base, parce que il y avait rien pour nous rapprocher, mais en fait, ils sont tellement drôles, tellement passionnés, tellement cultivés, que qu'importe l'univers d'où tu viens, juste quand tu partages une passion et une énergie commune, les choses se font. Donc c'est vrai qu'on a accompagné leur ascension. Graphiquement, visuellement. Voilà, donc ça s'est forgé tout seul, et puis on est devenus vraiment tous très proches. Vraiment. Le travail a créé une amitié, effectivement. Complètement. Et tu te souviens du lieu où vous vous êtes rencontrés la première fois? C'était juste dans derrière. quel contexte? Alors nous, on est situé avenue du Prado, pour ceux qui veulent savoir, du coup. Donc 444 voilà. rue Paradis. Et j'habite toujours au moins rue Paradis.
Je suis avec Stéphane Montaner, donc qui est devenu mon camarade associé de Tous des cas à l'époque. On a créé les choses ensemble. On est en BTS, je crois que c'est la première fois que ça se crée de designer graphique. Et une agence de pub, une grosse agence de pub marseillaise qui s'appelait Sun Expansion à l'époque, décide de faire un appel à projet pour faire un lien, une passerelle entre le monde artistique et les écoles de commerce ESC+, à Marseille et le Mili. Donc on travaille tous dessus à l'école et ils retiennent un projet qui est celui de Stéphane et un autre projet qui retient le mien. Et ils disent franchement, il y a des trucs bien dans les deux, est-ce qu'on pourrait pas les mixer? Bon, mais très bien, Stéphane était quelqu'un de excessivement brillant, de drôle, de talentueux, et on était potes. Donc on se retrouve largués pendant un mois ou un mois et demi hors école, donc je peux te raconter le bonheur, en agence de pub. Et quand j'arrive, je tombe sur, quand on arrive, je tombe sur Alain Castagnola, qui était associé avec Dominique Campillo, dans la boîte Sun Expansion. Et ils avaient un département production, événementiel, management. Parce qu'Alain Castagnola, j'avais rencontré, mais genre, dans une autre vie avant, il était manager de plein de groupes. Et moi, je faisais beaucoup de musique et quasiment exclusivement de la musique, ou du bruit, peu importe. Et Casta voulait me signer à l'époque, signer mon groupe. Et je lui avais dit, je venais du punk, de l'afterpunk, j'ai dit quoi, laisse-moi tranquille, j'en ai rien à foutre des managers. Bon bref, il était dans cette boîte. Et donc il continue toujours à manager des groupes. Et quand il voit, parce que c'était le début de la PAO, entre guillemets, quand tu vois, on bossait, mais sur des ordis. Et je crois qu'ils avaient un ordi dans l'agence de pub et personne ne savait s'en servir. Avec Stéphane, on arrive, on fait nos trucs et tous les mecs disent « Ah putain, c'est fou ce que vous faites ». Et il nous dit « Bah putain, franchement, vu ce que vous êtes en train de gérer graphiquement, nous, on s'occupe donc toujours de plusieurs groupes. » Ils avaient les Datomica, qui était un groupe marseillais punk, très vieux groupe. Ils avaient Massilia Sound System, que personne ne connaissait en 89, quoi, tu vois. Et un petit groupe qui s'appelait IAM, que pas grand monde connaissait non plus, qui faisait du hip-hop. Et ils nous disent, bah justement, on cherche à faire une identité visuelle à ce groupe-là. Et ils nous font matcher et nous rencontrer dans l'agence de pub. 80-90 à fond, c'est immense salle comme ça. Il y avait tout IAM au fond, on arrive, on fait wow. Ça va être chaud parce que avant d'avoir une casquette sur la tête, j'avais des vaches, j'avais des cheveux. Donc cheveux longs, habillés en cuir et les mecs qu'on voyait sur les escaliers du métro Vieux-Port, quoi, tu vois, qui charriaient tout le monde et tout. Et ils ont continué à nous charrier, tu vois, très vite. Du Guesclin, tu as des meubles aux pieds, tu vois les trucs. Le génie d'IAM, et donc on a beaucoup ri. On s'est très vite capté sur quand t'as un jeune groupe comme ça qui déjà arrive avec une musique, parce que quand t'écoutes Concept à l'époque, leur cassette, tu fais mais qu'est-ce que, je veux dire, c'est pas possible. Moi, j'ai commencé à écouter du rap américain, quoi, tu vois, mais je me dis, mais comment des Marseillais peuvent arriver à produire un son pareil, une écriture pareille, un flow pareil. Donc c'était impressionnant. Et voilà, ça a très vite matché. On a commencé à bosser sur la première pochette d'IAM parce qu'ils ont très vite été signés, après des concerts Hold Up Mental de première partie de Madonna à Paris et à Nice. On avait commencé à bosser sur la pochette, Stéphane avait fait des propositions et le logo, mais évidemment les maisons de disques à l'époque, c'est bien tout le problème, c'est qu'en 89-90, quand tu dis oui, non mais nous on a des graphistes à Marseille, ils te font tu sais quoi, laisse tomber, il n'y a pas de graphiste en dehors de Paris. T'as entendu ça, ouais, parce qu'effectivement, mais on va parler de ça, complètement. parce qu'avec le groupe IAM, mais pas seulement, puisque j'ai noté que vous avez fait avec donc tous des cas. D'ailleurs, on voit les tatouages. Là, c'est ma carte de visite. Voilà, tu peux le montrer comme ça. Vous avez confectionné les pochettes d'albums non seulement d'IAM, mais il y a eu Soprano, Chien de paille, le premier album de Jul aussi, Psychiatre de la rime, La Funky Family. Ça se confectionne comment une pochette d'album ? Ça arrive déjà dans une suite logique. Si je continue ce que j'étais en train de te dire par rapport aux pochettes, très vite, le groupe est dégoûté de leur premier album, entre guillemets, pochette, parce que ils sont dépossédés de toute l'image qui véhicule. Quand tu t'appelles Akhenaton, Keops, Imhotep, Shuriken, tu vois qu'il y a vraiment tout un délire sur l'Égypte, sur l'Asie, et que ils se retrouvent pas dans leur première pochette. Ils nous demandent de travailler sur leur nouvel album, qui était Ombre et Lumière, où on fait un visuel qui est tout sauf rap, soi-disant, hip-hop. Mais qu'on se dit, mais IAM, c'est pas des mecs devant des graphes avec une casquette à l'envers sur la tête. IAM, avec écouter leur musique, les mecs, c'est la dérive des continents. Avant Marseille, c'était l'Égypte. Tu vois, tout un univers. Et c'est ce qui a marché avec IAM, c'est t'as une image en adéquation avec ce qu'ils sont et ce qu'ils projettent et ce qu'ils nous projettent.
Donc, en fait, de fil en aiguille, on continue à travailler avec Ayam, et c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils ont une production, qu'ils sortent un album solo, ils nous demandent de travailler sur leur pochette, et c'est vrai qu'il y a plein de petits groupes qui sont devenus plus grands, qui voyaient le succès d'Ayam et que, du point de vue de l'image, ont contribué à leur succès, qui sont venus nous voir. Donc c'est vraiment dans l'ordre. Tu dois avoir la Funky Family, le Troisième Œil. Ça s'est enchaîné ensuite. Voilà. Taxi. Exactement, parce qu'il y a eu des affiches de films. Ouais, pas que Marseille, effectivement. T'as le souvenir comme ça d'une affiche ou d'une pochette d'album où ça a été difficile de la trouver? De la trouver? Ouais, de se dire ça va être celle-là. Nous on la trouve vite, mais faut-il que les maisons de disques, t'as beau oui, c'est ça, parce que participer au... Qui décide au final? T'as les maisons de disques, enfin les majors qui ont toujours des choses à dire, et t'as le groupe qui... on compose avec le groupe, mais t'as le groupe qui au bout d'un moment, tu sais quoi, c'est comme ça, on n'en parle plus. Non, mais généralement, enfin c'est comme c'est comme quand tu dois travailler sur une pub ou sur un clip. Enfin, je veux dire, t'écoutes le morceau, t'as des paroles, forcément, ça te renvoie des images. Moi, je viens de la musique, et c'est vrai que quand j'écrivais des paroles ou qu'un morceau se jouait, j'en avais des images, et des images t'inspirent un morceau. Donc, enfin, c'est. Ouais. Et à tous des cas, vous étiez combien environ à la base, on était 2. Stéphane Moutaner et moi. Puis 3, puis on a dû monter jusqu'à 11 personnes qui. Ah oui, ça s'est bien développé, effectivement. Ouais. De toute façon, on s'est développé sans se développer. On était un regroupement de freelance, même si c'était Stéphane et moi qui étaient au sommet bien sûr. Du truc. Donc, avec tous ces artistes aussi issus du rap, tu as réalisé un bon nombre de clips. Est-ce que tu aurais des anecdotes un peu à nous partager de ces réalisations-là? Je pense qu'à chaque tournage, il devrait y avoir des anecdotes, notamment avec Ayam, je sais pas. Je vois comme ça, on fait un clip avec Ayam sur une base militaire à Istres. On a un artificier fixe, chef d'éco, qui nous donne... Enfin, dans ce clip-là, il doit y avoir des explosions. Le mec, écoute, il a fait des explosions. C'était filmé au ralenti, mais Dieu merci, j'ai vu tout Ayam se baisser comme ça. Il est passé, mais des blocs de pierre et de béton, mais à des kilomètres/heure, comme ça, au-dessus de leur tête. Il se baissait pas, il s'était décapité. Et Ayam, il fait « qu'est-ce que t'as fait, Mourad ?» et tout. Il fait « non, mais c'est rien. » et tout. Ouais, écoute, on visionnait les images, j'ai pleuré de rire. Et les explosions, elles avaient foutu le feu au décor. Il y avait le décor qui brûlait derrière. C'était où? Istres, je crois. À Istres. Je sais pas. Moi, de toute façon, je suis un chat noir. Non, vraiment. Pas sur les tournages. Je suis un chat noir de la météo. Je peux te dire que je veux de la pluie. Il va faire 6000 degrés. Mastema, par exemple, j'ai même pas besoin des clips. Mastema, je vais en Aubrac, je repère, il y a 2,50 m, 3 mètres de neige. Tout devait se passer sous le... En plus, moi, donc j'avais la maison là-bas, je savais très bien qu'en hiver, à la période où on tournait, t'es sous la neige, il fait -10. Écoute, les Anciens, dans les villages, on n'a jamais vu ça. Il y avait carrément des fleurs qui poussaient de partout. C'est-à-dire que le temps que je parte d'Aubrac, que je vienne ici faire la prépa et que je reparte, c'était le printemps. Mais dès qu'on a fini, il neigeait. Soprano, je suis dans le désert pour un clip avec Blacko, à la frontière marocaine-algérienne. Désert immaculé, tu vois. Tu te dis, il va pas faire moche, tu vois. On est dans le désert, il va faire beau. On revient le lendemain. Je fais, mais c'est pas le décor qu'on a vu. Il y avait eu, mais carrément, des chars d'assaut qui avaient dû passer. Il y avait une course de quad qui était faite. Et le désert, il y avait des traces de partout. On attend Sopra, évidemment, qui marche toujours en heure CFA, c'est-à-dire qu'il arrive avec 2 heures de retard dans désolé les gars. Bon, on fait, ok, allez, c'est bon, on va s'axer comme ça, on va pour tourner. Et tempête de sable. Et il se met à pleuvoir. Tu le crois? Au moins. Donc là, chez moi, dans le désert, je te jure, je fais pousser des herbes. Bon, enfin, que des trucs. Il y a pas mal de péripéties, effectivement. Toujours. En plus allez, là, tu me parles de la météo, mais est-ce qu'il y a d'autres galères de tournage à gérer aussi? Les artistes, parfois. Les psychiatres, c'était le plus beau tournage que j'ai jamais eu dans la blague. On doit faire le clip Jeunesse France pour les psychiatres de la Rime. Et je vois les psychiatres qui arrivent et qui tchatchent, et puis viennent me voir en disant « Ouais, finalement, on n'est peut-être pas tous d'accord, on va pas faire Jeunesse France, on va faire autre chose. » Mais t'es sur place, t'as tous les figurants, t'as les décors, et ils te disent « On va faire un autre morceau. » Tu fais « Mais, tu vois, on a jeté la matinée de tractation, Bon, ils sont tombés d'accord, on a fait Jeunesse France. Un souvenir de ouf aussi, c'était pour un clip de Bouga et de Sia Style, Rachid, paix son âme, des psychiatres de la Rime, qui était le DJ. On est au Maroc,
On monte une grosse soirée, grosse maison, il y avait barbecue, à boire, nanana. Trop plein de figures. Je dis putain les gars, ça tue. Franchement, vous avez géré la figure. Tout le monde défonce le buffet. Et quand on a tourné, il restait Bouga, Sia Style, le chef op et moi. Voilà. Donc tu te fais wow, ok. Eh ben qu'est-ce qu'on fait? Viens, on prend la caméra, on fait le tour des boîtes à Marrakech de nuit et on réinvente un clip. Enfin, bon, c'est toujours. C'est ça que j'aime bien dans le clip. Chaque expérience est différente et a son lot de surprises, effectivement. On parlait tout à l'heure des pochettes, la confection d'albums et de films, d'affiches de films. Aujourd'hui, on peut plus se passer de l'intelligence artificielle. T'as quel regard là-dessus? C'est vrai qu'aujourd'hui, je peux demander à une IA de me faire une pochette. En 2 secondes, je l'ai. T'en penses quoi? Cliquer n'est pas créer. J'ai connu l'histoire parce qu'on vient... On est des anciens. Hein. On vient d'une époque où, je t'en parlais tout à l'heure dans l'agence de pub, ils avaient un ordi. C'est-à-dire que toute la créa se faisait à la main. Tu passais chez un photograveur, tu allais voir un imprimeur, tu avais des illustrateurs. Bon, t'avais toute une chaîne pour arriver à produire une image. On est arrivé avec l'ordi, tout le monde a dit c'est la fin de la créa, vous avez plus besoin de personne, vous tuez le métier, machin. Ben non, tu tues pas le métier, tu continues, c'est juste ça évolue. Donc, je suis pas très inquiet. L'IA, je m'en sers depuis très peu et je m'en sers vraiment comme si c'était un plug supplémentaire à Photoshop ou à After Effects en vidéo. C'est-à-dire que ça me permet de produire des choses que je n'ai ni le temps, ni l'argent, enfin ni les moyens de produire, mais je me contente pas juste de cliquer et de récupérer. Je pars d'images qui existent, que j'ai faites, je le repasse en IA, je le récupère, je remets les mains dedans. Et franchement, quand on a fait les 3h15 de show au Vélodrome pour le concert d'IAM cet été, il y a bien la moitié des vidéos derrière qui sont passées en IA, mais c'est pas de l'IA pure où tu te dis tiens, je veux une pyramide. Enfin, tu vois. Donc en fait, derrière, il y a quoi? Il faut juste être cultivé, parce que n'importe qui peut cliquer. C'est ce que je te disais. Tu cliques, tu fais ah vas-y, je veux ça. Bah ouais, mais si tu le fais sans âme, sans vision, sans matière, et que ça ne correspond pas au travail que tu devrais faire. Puis de toute façon, tout le monde est photographe, tout le monde est réalisateur, tout le monde est. Non mais ah ouais, non mais je fais du clip, j'ai un appareil photo, ouais génial, ok. Et ou je fais de la musique parce que j'ai un ordi. Bon, non, enfin oui, c'est un outil. C'est d'autres moyens. Mais derrière, qu'est-ce que tu mets dedans, quoi. Donc, je suis pas très inquiet. De toute façon, ça va écrémer. J'ai un nombre de fois. Il faudra composer avec. Mais bien sûr qu'il faut composer avec, comme il faut composer avec, comme il a fallu composer avec l'ordinateur, avec Photoshop, avec After Effects, et de pas découper ta pellicule, la coller, comme j'ai commencé, quoi. Bien sûr. On va parler des débuts, forcément, parce que là, on entre dans la deuxième partie de cette interview. Didier, toi, tu as grandi dans le village de Carnoux, c'était dans les années 60. Tu disais loin de tout, sans bus ni train. Ah bah ça n'a pas changé. Hein. Il y a des bus maintenant. Quel a été ton premier accès au cinéma? Comment le cinéma est entré dans ta vie? La vacuité de Carnoux-en-Provence en 1960, entre 66 et 70, je peux te dire qu'il y avait R. On devait être 600 personnes. Le cinéma, je sais pas. Je crois que mes premiers souvenirs, c'est mes grands-parents avaient un projecteur. Je suis même pas sûr que ce soit du Super 8 ni du 8 mm. C'est un projecteur où tu tournais la manivelle comme ça, tu branchais sur le secteur avec un transfo parce que sans quoi ça grillait, c'était pas du 220. Et il y avait des vieux films dedans. Je me les passais en boucle. Après les films ils ont grillé. Donc en fait, je te jure, je pouvais rester des heures dans le noir avec ce projecteur à tourner la manivelle. J'avais le bruit qui faisait comme ça. Souvenir sensoriel, ouais. Ouais. Et j'avais en fait, et c'est drôle parce que je le retrouve dans mon travail visuel. Il y avait tellement de poussière dans ces lentilles que je voyais bouger. En fait, je me faisais des projections juste de lumière et de poussière et de poils qui bougeaient et ça me passionnait, ça chauffait. Je me chopais des charges électriques parce que c'était pas fait pour. Chez mon oncle grand-mère à Carnoux, elle avait une caméra à 8 mm, tu sais, que tu remontais comme ça. Tu remontais et je tournais. Et en fait, c'est un peu sur les murs de ma chambre le titre d'Akhenaton dans un album solo, c'est-à-dire que t'as tellement rien que tu t'inventes un univers. Et je m'inventais de par la lecture et de par le rien. Je mettais en scène, j'avais plein de soldats de plomb, mais je les défonçais. Enfin, je les faisais exploser, je tirais dessus. Et même si j'avais pas de pellicule, j'aimais regarder ces espèces de mise en scène que je faisais de bataille, de plein de trucs. J'aimais les regarder à travers la caméra, ça m'occupait.
Mais oui, mes premières expériences de toute façon cinématographiques, c'est par la lecture. Hein. J'avais, je sais pas si on en parle maintenant, mais ma mère était prof de français et d'histoire géo. Et une prof à l'ancienne, quoi. C'est-à-dire que je pense qu'avant, quand je suis rentré en primaire, je savais déjà lire, écrire, compter, parce qu'elle m'avait cassé la tête. Et donc ça a toujours continué, c'est-à-dire que très vite, alors que tu dois regarder des livres pour gamins, ma mère me faisait taper la garde des Michard. Elle me filait les Chants de Maldoror de Lautréamont qu'il fallait que j'analyse, à chaque coquille, il fallait que je réécrive 30 fois le texte. Bon, enfin, c'était un... Donc en fait, j'en ai vraiment chié gamin. Et puis à partir du moment où j'avais plus rien à apprendre de l'école, j'ai décidé de faire comme je voulais. Et quand on vient de Carnoux, justement, de cette enfance marseillaise, à quel moment on se dit je veux faire de ma vie le cinéma, et est-ce qu'on se dit que c'est possible? Alors, savoir que c'est possible, je sais toujours pas si c'est possible. Hein. En fait, à part mon grand-père était archi, je passais beaucoup de temps chez lui, architecte et maître vérificateur. Donc il avait des tonnes d'encre, en plus il faisait ça à l'ancienne, quoi. Tu vois, les plans il les faisait à la main avec vraiment des porte-plumes, différentes encres, et je passais ma vie à gribouiller avec lui. Au début des années 70, l'école, c'était pas le mercredi après-midi où tu y allais pas, c'était le jeudi. Okay. Vous avez pas dû connaître, mais... Non. C'est toi, tu rigoles. T'as connu? Ça rigole derrière la caméra. T'es bien conservé. Donc un jeudi après-midi, je vois un téléfilm sur la bête du Gévaudan. Et ce qui est un truc de ouf, parce que depuis que je suis gamin, je sais pas pourquoi, j'en parle à Melcy en ce moment, mes plus anciens cauchemars, je rêve de loup-garou. Alors que je peux te dire qu'à la fin des années 60, les loups-garous, tu les vois ni au cinéma, ni à la télé. Je suis traumatisé par les loups-garous, je sais pas pourquoi. Et je vois un téléfilm sur la bête du Gévaudan, et ça me renvoie tellement à tous mes rêves que je me dis, je sais pas pourquoi, pourtant je dois avoir 6 ans, 7 ans, 8 ans, tout cassé, 8 ans. Et je me dis, je ferai un film sur la bête du Gévaudan, mais comme je veux. Je sais pas pourquoi. Et c'est toujours un truc que j'ai eu en tête. Donc Gévaudan, c'est l'Aubrac, entre guillemets, la Lozère actuelle, quoi, tu vois. Et je suis focus là-dessus, et c'est vrai que à partir de mes 13 ans, quand j'ai décidé de faire ce que je voulais, après avoir découvert le punk, hein, c'est-à-dire qu'à Carnoux, il y avait tellement rien, que le jour où j'ai découvert que des gens pouvaient faire de la musique comme je l'entendais, c'est-à-dire en n'y connaissant rien, et que c'était juste la passion qui les animait, j'ai fait de la musique. Et la musique m'a ramené forcément à mes premières amours. C'était ton premier contact artistique, en tout cas. Ouais. Ah il n'y a pas de cinéma. C'est ça. Par contre, tu vas vouloir t'initier au cinéma, on fait un petit saut dans le temps, et aussi toi, tu as fait un saut entre le Sud et Paris, parce qu'à l'époque, c'est là où tout était centralisé, puisque tu vas apprendre plein de métiers. J'ai noté graphiste, premier assistant réalisateur, la régie, t'expérimentes tout, et quand on s'immisce là-dedans, qu'est-ce que tu observes? Est-ce que ça te conforte dans l'idée de faire ce métier? Ouais, en fait, comme je te disais tout à l'heure, j'en fais nos études à Marseille. Stéphane Montaner part lui à Barcelone, travaille avec le directeur de l'agence de pub qu'on avait là. Et moi, je me dis de toute façon, j'avais déjà fait un DUG histoire de l'art, mais ça va rien. Je passe mon BTS et je vais présenter la FEMIS, donc l'école de cinéma sur Paris. Évidemment que j'échoue, mais bon, j'étais parti avec ma basse et mon bouc, et je me suis dit, je vais rester sur Paris. C'est pas à Marseille. Déjà, vu ce qu'on nous avait dit sur le graphisme, c'était pas à Marseille, en 90, que j'allais pouvoir faire, je pensais pouvoir faire du cinéma. Plus Marseille, niveau culture à l'époque, c'est compliqué. Oui, c'est pas comme aujourd'hui. Mais pourtant, tu vas y revenir dans la cité phocéenne au début des années 90. Donc je pars à Paris, et je rencontre très vite, je fais le tour d'agences, de pub ou de prod. Et je vois une prod qui s'appelait GMT Productions, qui regarde mon book, qui me dit, putain, super, mais qu'est-ce que tu veux faire chez nous? Je dis, je vais faire de la halle. Il me fait, non, mais toi, t'es un artiste, vas-y, fais de l'art, t'as rien à faire dans le cinéma. Je dis, si, justement, mais si je fais ça, je fais de moi n'importe quoi. Le mec, il me fait, manifestement, tu sais faire des photos, on te prendra à l'essai s'il y a un tournage. Et très vite, il me rappelle en me disant, écoute, on a besoin d'un photographe de plateau sur un tournage de film. Et c'était un film de Bertrand Tavernier. Et je me retrouve embarqué sur l'équipe à faire des photos, et j'apprends, je rencontre, je discute. Et de toute façon, c'est toujours un peu comme ça dans le milieu aujourd'hui. C'est-à-dire que si t'es pas manchot, que t'es pas con, et que t'es plutôt gentil, tu rencontres très vite des gens qui te permettent de te prendre ailleurs. Et donc c'est vrai que j'ai fait de la régie sur des pubs.
J'ai fait du bruitage. J'étais avec c'est un film de Rachid Bouchareb qui s'appelait Cheb et qui a été pris à Cannes en plus. J'ai fait assistant du bruiteur. Mais tu vois, en fait, tu te dis de toute façon, le cinéma et la réal, c'est tous ces corps de métier qu'il faut connaître et respecter. Et j'ai mis les mains dans tout. J'étais première. Tu les découvrais comme ça en fait, directement. Ah bah oui, des gens qui... Mais complètement. Et c'est ce que je trouvais formidable. Et j'étais plutôt assez content parce que ça faisait 2 ans que j'étais sur Paris et l'un dans l'autre entre faire des shoots de pub, des petits tournages, de vrais tournages à différents postes. Je me suis dit je vais bien finir par arriver à me faire entendre. Et Stéphane Montaner qui me disait depuis Barcelone, me disait mais regarde, on est partis comme des clochards de Marseille, on est toujours des clochards et on travaille. Lui travaille à Barcelone, moi je travaille à Paris. Pourquoi on ferait rien depuis chez nous? Tiens, j'étais moyennement chaud de me dire je redescends à Marseille parce que vraiment, Dieu sait que je suis d'ici et qu'aujourd'hui j'en suis un fervent défenseur, mais à l'époque, je voulais plus entendre parler de Marseille. Tu voyais pas de perspective? Aucune. Et puis en plus, Marseille, c'était aussi Carnoux, tu vois, c'est un peu excentré. Et puis tu te dis non, mais là les choses avancent, alors qu'à Marseille, Et là-dessus, Akhenaton et le groupe AM nous rappellent pour cette histoire de pochette de Ombre et Lumière dont je te parlais. Et en fait, tu reviens une fois tous les 15 jours, puis tu reviens une fois toutes les semaines, et puis tu restes là 15 jours, et puis tu remontes plus à Paris. Et on a lâché, on s'est dit, je me suis dit, ouais, en fait, Stéphane a raison. Pourquoi le faire ailleurs alors qu'on peut le faire de chez nous? Et puis, même si on nous entend moins, peut-être qu'on nous entendra plus longtemps. Et c'est ce qu'on a essayé de rendre. Et je trouve notre carrière à tous là pérenne quand même depuis bien sûr. Depuis 36 ans, 35 ans. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a des perspectives pour les jeunes cinéastes qui nous écoutent et qui sont de Marseille et ses alentours, aussi dans les villages reculés, de se dire moi j'ai envie de construire ma carrière, mais depuis le Sud, c'est possible? Ouais. Puis de toute façon, même pas que les jeunes cinéastes, je pense les graphistes, les photographes, tous les métiers, bien sûr. Les musiciens, je veux dire, il y a 30 ans, t'étais pas signé en major, tu faisais rien, tu n'étais pas produit et tu n'avais pas d'argent. Enfin, comment tu pouvais faire du film en Super 16, en 16 ou en 35 si t'as pas de l'argent derrière et des équipes. Là, tout s'est tellement démocratisé et c'est pas un mal, hein, parce que parfois ça peut être un mal, mais en quoi c'est pas un mal, c'est que ça donne accès à des tas de gens à la possibilité de s'exprimer, qu'importe le médium, tu vois. Complètement. On va parler de transmission, puisqu'aujourd'hui, tu enseignes le design graphique, la photographie et la vidéo à l'ECV d'Aix-en-Provence. Je sais que tu enseignes un peu parfois à pas mal d'endroits, tu vas me l'évoquer. Qu'est-ce que toi, tu transmets en tant que professeur? Tu me fais mal, tu me dis professeur. Je sais, je sais, parce que tu as une aversion pour les profs. Mais... Alors, je sais pas si c'est vraiment les profs pour qui j'ai une aversion, c'est pour le système éducatif français. Ok, donc effectivement, c'est différent. Les profs, il y a des gens talentueux, dévoués, sauf dans les études professionnelles, entre guillemets. C'est-à-dire que là où j'ai du mal, moi, c'est que, par exemple, quand tu fais, on s'est fait accompagner jusqu'au bac par des profs qui sont profs. Même si je pense qu'il y en a beaucoup qui devraient aller travailler un peu en parallèle pour comprendre ce qu'est la vie. Et puis arrêter de rabâcher. Enfin, je veux dire, tu peux pas passer ta vie à l'école et puis derrière travailler qu'à l'école et continuer à rabâcher ce que déjà toi t'as appris à 40 ans. Bon, c'est quand même, on ferme ta gueule. Je veux dire, j'ai du mal à écouter un prof qui va m'expliquer le design graphique ou la photo ou la vidéo si le mec derrière il va pas au charbon, tu vois. La légitimité, ouais. Donc je me permets, même si c'est pas toujours très bien perçu, mais je me permets d'ouvrir ma gueule parce que j'y suis tous les jours dedans, parce que je me bats avec des clients, parce que je me bats avec des prods, parce que je me bats avec des distributeurs, que je sais ce que c'est que de gagner de l'argent et je me sens légitime de l'ouvrir. Donc ce que je fais, tu l'as dit, je suis depuis 25 ans, je suis à l'ECV Aix-en-Provence, qui est une école de design graphique qu'on a vachement ouvert à la photo et à la vidéo, au motion, etc. Et j'interviens, en fait, prof sans être prof, on va dire que je suis intervenant. Même si je suis salarié à Aix, j'interviens aussi aux AIS, qui est votre voisin dans la rue, l'école des ateliers d'image et du son, en réalisation, direction artistique. Donc en fait, je sais pas ce que j'essaie de transmettre, c'est juste de faire en sorte que c'est pas parce que t'es à l'école qu'il faut faire que du cas d'école ou que ça doit rester très scolaire. Demain, t'es professionnel et on est tous
On devrait être confrères et se retrouver sur des tournages et de faire en sorte que ça se passe comme ça doit se passer dans la vraie vie, quoi. Bien sûr. Et à l'Académie Movida à Marseille, c'était aussi des cours en ce sens ou c'est plus sur la réalisation? J'encadrais très chouette expérience. Si tu as Félix Piat au cœur des quartiers nord où c'est pas facile et encadrer de jeunes apprenants plutôt issus de milieux et de quartiers défavorisés, pas facile tout ce qu'ils vivent. Les accompagner dans l'écriture et la réalisation de courts-métrages. J'en doute pas, parce que de par mon métier et de par les gens qui gravitent autour des groupes de hip-hop avec lesquels je travaille, tu vois le potentiel créatif de tous ces gens qu'on dit des cités ou défavorisés. Et j'ai trouvé des gamins, quand je dis gamins, j'ai une vingtaine, quoi, tu vois, mais très à l'écoute, qui sont pas là de toute façon à payer 8 000 ou 10 000 euros leur année scolaire. Donc ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là et qu'ils se battent parce que ils ont des idées, parce qu'ils savent pas comment y arriver et le concrétiser. Et c'était un vrai vivier créatif, quoi, vraiment, et très étonnant. Et dans l'écriture et dans la conception. Quelles sont les questions qui reviennent généralement? Ils te questionnent sur ton parcours, comment est-ce qu'on accède à ce métier, comment se fait sa place? Oui, mais ils se posent bien moins de questions. Et de toute façon, toute la jeune génération se pose bien moins de questions qu'on a pu se poser. C'est que une spontanéité, oui, et puis que de toute façon, avec les réseaux et la possibilité, ce qu'on disait tout à l'heure, d'accéder à tout, c'est que pour certains, je parle pas chez Movida, mais pour certains, les gens vont bien plus vite que la musique aussi. Mais bon, c'est bien. La chance sourit aux audacieux. Exactement. Et à ceux qui sont déterminés. Opiniâtres aussi, c'est une qualité très importante dans ce métier. C'est du quotidien finalement. Tu en parlais en début d'interview. Focus tous les jours. Oh oui. On va entrer dans le climax de cette interview, Didier. 3 questions pour conclure. T'es prêt? Toujours. Alors, qu'as-tu appris auprès de Bertrand Tavernier? Ah là, Tavernier. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure. C'était très drôle parce que je débarque sur le tournage, il tournait dans le Vercors, vers Grenoble, un truc comme ça. Et Tavernier me voit. Enfin, je suppose qu'il me voit parce qu'il avait une petite coquetterie dans l'œil, Tavernier, comme ça. Et il me regarde, il me fait « Vous êtes drôle ?» Je fais « Mais comment ça, je suis drôle ?» Il me fait « quand il me regarde, je sais pas, je comprends pas ce que vous faites là. Quand tu travailles dans le milieu du cinéma, c'est pas comme si tu travaillais dans le milieu de la musique, inversement. Donc, je ressemblais toujours à rien, encore plus qu'aujourd'hui. Mais je ressemblais pas à un techos de cinéma. Et en fait, justement, peut-être parce que bon, déjà, c'est une grande... c'était quelqu'un de très grand cinéaste, très grand cinéaste, et puis je savais de qui était l'assistant, Melville, etc. Tu vois. Et j'ai déjà appris la bienveillance avec les techniciens. Mais je passe m'a conforté dedans, la bienveillance, la bienveillance avec les gens. C'était un film avec Patrick Rothman, c'était une fiction, mais un peu documentaire sur la guerre d'Algérie. Et j'ai surtout appris que ce qui importait, c'était de savoir où on allait bien dormir et où on allait bien manger. Et que il m'embarquait souvent avec lui en me disant venez manger un ami, et en partant en voiture on allait se faire des kilomètres le soir pour se faire un resto dans lequel il voulait bouffer. Mais j'ai vraiment pu le suivre et l'accompagner même jusqu'au montage parce que je lui disais que je voulais rencontrer des gens et faire parce que j'avais soif de faire. Donc j'ai pu l'accompagner au montage tout en faisant des photos à l'ancienne avec sa monteuse, en découpant les pellicules. Ouais, ça laisse une trace de travailler à ses côtés. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore montré de Marseille au cinéma? Je t'avouerais que Marseille est pillé en ce moment au cinéma. Justement, peut-être montrer que Marseille, sortir des clichés. Il y a trop de clichés. Même avec de grands réalisateurs marseillais qui font du cinéma à Marseille. Mais Marseille, peu importe, c'est une ville où on a la chance de pouvoir travailler un peu tout le temps. Il fait quand même plutôt beau. C'est jusqu'à présent, c'est quand même encore un peu abordable pour les tournages, même si depuis 15 ans, j'ai vu la différence entre quand je commençais à tourner et ce qui se passe maintenant, où les trucs étaient gratuits, on te dit ah oui non mais c'est 5 000 € jour. S'il te plaît, tu me connais. Bon, bref. Sortir un peu des sentiers battus, ou tout du moins de rendre cette ville commune, et pas de se dire ah oui, mais voilà, c'est Marseille. Non, c'est pas être une ville comme une autre. Et au fond, pourquoi tu fais ce métier? C'est contenu dans ta question, pour pas être au fond, je crois. Tout est résumé, effectivement. Un grand merci à toi, Didier, pour cette heure passée. Dans ce 14e numéro de Cinéma Cilia, je vais t'inviter à signer notre logo qui est bien rempli de signatures. Je te laisse poser ta patte. Toi, tu t'appelles vraiment Massilia? Non.
Ah là 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 là. D'accord, j'ai compris. C'est parce que si tu veux le faire à Paris, c'est ça, Ciné Lutetia. C'est ça. Putain, je suis dégoûté, c'était trop beau. Non, mais vraiment. Bon, chacun son pseudo. Mais ça aurait été top. Ouais, c'est vrai, ça sonne bien, ça sonne bien. Ah oui. Tu veux, on a encore un peu de place, une signature, une petite pensée. Notre signature, c'est parce que dès le départ avec Stéphane Montana, on a revendiqué le côté d'être de Marseille. D'ailleurs, même sur la pochette Bad Boy de Marseille, on avait inventé une carte marseillaise d'identité. Tu vois, tout. On a toujours signé Made in Marseille by Tous Deka. Donc là, c'est Made in Massilia. Voilà, copains. Magnifique. Bah, c'est moi qui vous remercie. Hop. Hop. Écoute, le meilleur pour la suite, plein de beaux projets, de films, clap de fin évidemment, réflexe de réalisateur. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce contenu pour retrouver les prochaines interviews qui arrivent très vite sur Cinéma Cilia. À bientôt.